Ready? Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. On behalf of Bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, de la part de l'UNICEF, c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans notre programme d'aujourd'hui qui a pour de base le lancement d'une base de données mondiale sur les enfants. Alors, je veux aussi vous dire que nous avons de l'interprétation en français et en espagnol. Alors, si vous voulez avoir de l'interprétation, alors vous devez faire un clic sur la partie qu'on a en bas, juste pour choisir la langue que vous voulez. Donc, je m'appelle Claudia Capa, je suis conseillère. Je suis conseillère principale de statistique à New York. Alors, je travaille pendant presque 20 ans à l'UNICEF, surtout sur ce qui a rapport avec les enfants. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de me joindre à mes deux collègues. Premièrement, Nicole Petrowski, qui est une spécialiste de statistique et de suivi à New York. Et elle travaille avec nous dans ce domaine pendant 7 ans. Aussi, nous avons Aniruddha Kulkarni, il est un spécialiste de la protection de l'enfance, section de la protection de l'enfance à New York. Et aussi, on partage aussi des données qu'on va vous présenter aujourd'hui sur ce qui a rapport à la plaidoirie des enfants. Maintenant, pour commencer, je veux céder la parole à Nicole Petrowski, qui va nous présenter sa partie pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Claudia. Bienvenue tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous pour vous présenter le travail qu'on fait depuis plusieurs années au niveau global, surtout sur les enfants à domicile. Premièrement, on va essayer de parler ce qu'on considère comme soins des enfants, surtout au niveau domicilier. Qu'est-ce qu'on veut voir aujourd'hui? Premièrement, sur la base de la définition fournie dans la ligne directrice des Nations Unies pour la prise en charge alternative des enfants, qu'on va essayer de voir dans le paragraphe 29. C'est ce qui a rapport aux soins fournis dans tout cadre de famille, dans tout cadre de groupe non familial, comme les lieux sûrs pour les soins d'urgence, les centres de transit dans la situation d'urgence et tous les autres établissements de soins résidentiels de courte et de longue durée, y compris les foyers de groupe. Et aussi, cette partie inclut les enfants qui vivent dans des orphelinats et aussi des foyers pour petits groupes. Alors, il y a une partie qui est très importante, qui a une partie clé pour nous pour essayer de définir la situation des enfants qui vivent dans les familles. Euh, Premièrement, on essaye de voir les pays qui utilisent les connaissances et la compréhension locale pour déterminer si les modèles de services tels que les internats, les villages de petits foyers collectifs, les monastères, etc., fournissent des services de soins résidentiels dans leur pays. C'est très important pour nous de vous dire qu'il y a certaines fois des variations. Alors, quand il s'agit des soins domiciliés, donc ça dépend du pays. Donc, on va essayer de voir ça plus tard dans les parties qu'on a développées, juste pour vous montrer certaines variations qui existent, surtout dans certains types de soins domiciliés. Donc, à travers certains pays, comment on procède à cette partie de manière qui a rapport à la façon dont le pays fonctionne. Aussi, une compréhension de la culture de ce pays est très important juste pour savoir exactement quel type de modèle on peut utiliser, juste pour voir comment on peut procéder à cette partie, juste pour, par exemple, des écoles où les enfants, des orphelinats, etc.,
pour savoir, et il y a aussi certaines choses qui ont rapport à des religions, surtout si on veut avoir des résultats, des données plus claires, donc il faut savoir exactement la religion du pays et aussi la culture, juste pour éviter certaines erreurs. Alors, quel type de données qui sont incluses dans cette partie? Alors, ce qu'on va vous donner comme résultat de collection de données, donc ce qu'on va vous dire ici, il y a certains points de données qui sont disponibles sur les pays. Par exemple, il y a un taux de 100 000 pays, 100 000 habitants, un taux pour 100 000 habitants. L'année aussi de référence est très importante. Il inclut le groupe d'âge de référence et la source des données. Donc, je vais essayer de mettre aussi le lien dans la boîte de dialogue, juste pour que vous ayez une compréhension plus claire sur la façon dont on va procéder à cette partie. Donc, on peut aussi dire qu'il y a aussi 125 pays avec des données disponibles pour les années 2010 à 2021. Donc, pour certains pays, on peut avoir un point de données antérieur à 2010, mais ceux-ci ne sont pas publiés dans la base de données accessible au public. Donc, c'est très important aussi de s'accentuer sur cette question d'année. Donc, certaines fois, l'année peut faire une différence. Par exemple, en 2010, peut avoir une collection de données qui soit différente à 2021. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut toujours s'accentuer sur les indicateurs qui reflètent euh, certaines années. Donc, pour essayer d'avoir une collection de données qui soit exacte et claire et très transparente aussi. Dans certains cas, certains pays peuvent avoir certaines difficultés, peut-être certaines fois de petits retards dans dans les rapports. Et certaines fois, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On va à la source des données juste pour essayer de déterminer exactement quel serait le résultat pour une telle année, pardon. Donc, c'est très important de le dire. Et donc aussi, il y a aussi les estimations mondiales et régionales. Comme je viens de le dire, il y a 125 pays avec des données disponibles pour les années de 2010 à 2021. Donc, alors, ça ne veut pas dire exactement qu'il peut y avoir des données de certains pays avant 2010. Bon, donc, ce qu'on fait, on ne fait pas publier les données, par exemple, qui ont des données avant 2010. Donc, on sait exactement, on essaye de voir les pays qui ont des données entre 2010 et 2021. Alors, la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que on essaye de voir les indicateurs qui ont rapport avec les soins domiciliés. Certaines fois, il y a des choses qui se font de façon annuelle. Parce qu'il y a des enfants, certaines fois, qui entrent dans le programme et il y a certains aussi qui sortent du programme. Donc, c'est la raison pour laquelle on essaie toujours d'avoir des indicateurs de données beaucoup plus récents, juste pour voir comment est-ce que les enfants fonctionnent de certaines familles, de certaines maisons. Donc, c'est une chose très importante pour nous, pour voir, par exemple, de nos jours, il y a des petits changements dans la population dans les dernières années et surtout dans certains pays, surtout avec la propagation du COVID. Donc, certaines fois, il y a des enfants qui sont obligés de retourner à leur maison. Donc, par exemple, c'était pas possible, par exemple, dans les orphelinats, d'avoir beaucoup d'enfants ensemble. Alors, certains orphelinats ont renvoyé certains enfants chez eux à cause de la propagation du COVID. Donc, on a aussi calculé certaines données, surtout ce qui a rapport avec des régions et aussi des régions mondiales qu'on va essayer de partager avec vous. Et aussi, on peut se poser la question, d'où viennent ces données? Euh, pour la,
pour la majorité de certains pays, on peut dire que principalement des dossiers administratifs du gouvernement et des ministères mandatés pour superviser le système de prise en charge alternative. Par exemple, les ministères de la protection de l'enfant, de la famille ou des affaires sociales. Donc, on peut dire à travers certains pays, on a des nés, on a des noms on a des noms précis de certains ministères, ministère des Affaires sociales, ministère de l'Intérieur, ministère de la protection des enfants. Alors, dans la majorité des fois, le ministère qui sera responsable pour cette partie de la protection des enfants, c'est le ministère le plus souvent des Affaires sociales qui s'en charge, pardon. Et aussi, on peut dire que en deuxième partie, il y a des sites web maintenus ou des rapports statistiques nationaux ou distribués par les bureaux nationaux de statistiques. Donc, certaines fois, pour avoir des informations sur certaines données, on va sur le site web juste pour avoir des informations et essayer d'identifier certains points pour avoir une idée plus claire de ce qui se passe quand il s'agit de la protection de certains enfants et aussi des soins domiciliés. Donc, certaines fois, c'est très important de le faire et on va revenir sur ce point. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour compiler ces données? Donc, premièrement, ce qu'on fait, on a un exercice annuel de rapport et de validité et de validation des pays de l'UNICEF. Qu'est-ce qu'on fait à travers ce processus? Donc, cet exercice annuel se passe toujours à l'UNICEF. Donc, ce n'est pas quelque chose de spécifique, mais quand même, on essaye toujours de s'accentuer sur les soins domiciliés et sur la protection des enfants. Donc, ce qu'on fait, on examine et on valide les points de données sur les sources de données existantes et on identifie les points de données et les sources de données, et aussi des mises à jour au niveau national. Alors, la consultation aussi approfondie est très importante pour nous. Ce qu'on fait avec le bureau de pays de l'UNICEF, des points focaux désignés, généralement SCE, pas de mécanisme similaire pour les pays à revenus élevés d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Et aussi, la dernière partie à ce point, c'est la soumission examinée par des spécialistes techniques au New York, qui est le siège social qui est à New York sur la base des critères prédéfinis. De manière séparée, qu'est-ce qu'on fait? On a un exercice distinct de la compilation des données dédiées entre 2012 et 2017. Donc, on peut dire que cette partie a pour objectif principalement d'identifier des points de données pour les pays à revenus élevés d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Donc, on a toujours des participants qui font toujours de leur mieux pour rendre possible ce programme. Donc, on a toujours des gens qui participent chaque année à cette partie. Donc, aussi, il y a des gens qui participent en ligne parce que des gens qui ne peuvent pas se rendre sur place, donc ils participent en ligne. Donc, on essaie toujours de discuter sur des critères qui sont très importants. Il y a une chose clé, un point clé qu'on essaie toujours de discuter. C'est cette partie qui se base toujours sur l'exercice annuel de rapport de validation des pays. Donc, on n'a pas vraiment un mécanisme similaire pour les plateformes. Donc, par exemple, dans les pays qui sont à niveau élevé, pour présenter une donnée qui peut aider d'identifier exactement ce qu'on fait, par exemple, à l'ouest de New York et aussi l'Amérique du Nord. Donc, ce qu'on fait, on se base sur une compilation de données ou une compilation d'exercices qui nous aide à essayer de déterminer exactement à travers ce programme, juste pour voir comment on peut déterminer la quantité d'enfants qui ont des soins domiciliés qui sont bien traités à la maison ou dans les orphelinats. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye toujours de voir entre 2005 et 2017.
pour voir comment est-ce que cette question d'avoir des enfants qui en font partie, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, pour nous, c'est très important, juste pour voir comment ça peut améliorer. Il y a aussi une implication à ce niveau. Il y a quatre de ces pays spécifiquement qui ont des données qui entrent de la partie de cette base de données, spécialement pour les pays de l'Ouest de New York en Amérique du Nord aussi. On n'a pas vraiment une donnée claire à cette partie de données. Donc, on peut dire que cette partie cette partie nous fait savoir exactement qu'elle est hors de la partie qu'on doit utiliser pour atteindre certains niveaux de ressources pour avoir une idée plus claire. Euh, Maintenant, quels sont les critères qu'on utilise pour évaluer ces données? Ce qu'on fait, on a les données qui reflètent un nombre d'enfants dans les établissements de soins résidentiels et aussi l'année de référence pour les données qui doit être reconnue. Donc, ce qu'on fait, on essaie toujours de voir, essayer de déterminer combien d'enfants qui sont dans les familles. Plus tard, je vais parler de la méthode qu'on utilise pour avoir un résultat sur la quantité de ces enfants. Alors, c'est aussi important pour nous aussi l'année de référence et aussi les données qui sont produites par une source officielle. Alors, par exemple, il y a un ministère de tutelle ou on l'appelle ONS, qui est l'Organisation nationale de santé. On peut dire les enfants qui ont des parties, des enfants qui sont protégés par leur famille en 2020 ou 2021. Donc, alors on essaie de déterminer. Donc, il y a aussi un point qui est très important. Ce sont les valeurs des données, des données qui sont représentatives au niveau national. Certaines fois, on essaye toujours d'aller au niveau national juste pour savoir exactement comment fonctionne le pays, surtout juste pour aller à la base de données pour savoir comment on peut procéder à cette partie de résultats qui doit être plus clair et plus compréhensible aussi. On a aussi la source des données qui est vérifiable et la détermination à l'appui qui doit être disponible et peut être examinée dans le cadre de l'évaluation. Donc, cette partie est très importante, comme je l'ai dit, au niveau national. On doit aller, premièrement, essayer de voir comment le pays fonctionne, le pays en entier fonctionne. Certaines fois, ça peut varier un peu, mais certaines fois, les pays qui participent à notre programme, on essaye de leur demander des informations plus claires juste pour essayer d'évaluer leurs données, et pour nous, d'avoir une idée plus claire comment on va procéder aux résultats, certaines fois qui est très important pour nous. Certaines fois, il y a des figures qui sont très importantes, certaines fois qui se basent sur l'enregistrement de certaines données, par exemple, qui ont rapport avec certaines données qui sont données par les responsables au niveau local. Alors, comme je viens de mentionner au commencement, il y a certaines variations à travers les ministères quand il s'agit de la protection des enfants à travers certains pays. On peut aussi essayer de voir comment ces variations peuvent affecter les résultats de certains pays. Dans le cas où certains pays peuvent présenter des données variées ou des données variables pour chaque groupe, certaines fois, ils présentent des résultats plus ou moins étroits ou plus ou moins exacts à certains points de vue. Donc, certaines fois, on a la chance de jeter un coup d'œil sur la collection des données, juste pour voir comment est-ce que le résultat peut être, si ça peut être cohérent. Et s'il est différent, peut toujours envisager d'inclure, mais avec une note de bas de page pertinente. Alors,
comment sont calculés, ces tarifs? Donc, on peut dire que calculer sur la base de données le nombre déclaré d'enfants placés en institution et des estimations standards de la population produite par la division de la population des Nations Unies. Donc, ici, on a aussi les chiffres de la population qui sont personnalisés pour chaque pays afin de correspondre à l'année de référence du chiffre rapporté. Alors, comment est-ce qu'on fait ce calcul? On a le nombre d'enfants qui ont des soins résidentiels ou domiciliés qui est divisé par le nombre d'enfants dans une population quelconque. Et cette partie est multipliée par 100 000. Et ça donne un résultat. Et le résultat, c'est le résultat des enfants qui ont des soins en établissement pour 100 000 enfants. Donc, c'est très important de faire ce calcul en utilisant une partie de division et l'autre, et le résultat qu'on a, on le multiplie par 100 000 et ça donne un résultat. Alors, un point très important à mentionner ici, comme je viens de le dire auparavant, alors pour chaque pays, on essaie de donner un résultat qui a rapport à la façon dont le pays fonctionne et qui doit avoir une référence sur l'année qu'on a le résultat ou les données, pardon, pour pouvoir donner un résultat plus clair qui a rapport à l'année. Par exemple, en 2010, on a utilisé la population des enfants en 2010 juste pour calculer les données, pour voir combien d'enfants qui sont bien traités quand il s'agit de la protection des enfants ou des soins domiciliés. Alors, comment on fait des estimations de manière globale ou mondiale ou régionale? On peut dire qu'on a deux ensembles d'estimations qui sont des estimations pondérées en fonction de la population. On a 9 régions qui donnent une moyenne originale ou une moyenne régionale pour donner un résultat global. Donc, certaines fois, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'avoir on essaie d'avoir une moyenne qui va donner un résultat plus clair. Deuxièmement, on a l'agrégat mondial qui est une moyenne pondérée de toutes les sous-régions de l'UNICEF qui posent le monde. Et en troisième lieu, on a les agrégats régionaux et des moyennes pondérées de tous les pays de la région. Et publiés uniquement lorsqu'au moins 50% de la population régionale pour le groupe d'âge concerné est couverte par les données disponibles. Alors, c'est très important. Par exemple, il faut avoir au moins 50% de la population pour essayer de collecter ces données juste pour qu'on ait un résultat au niveau de la population régionale. Et cette partie est très importante. Et aussi, comme je viens de mentionner auparavant, alors la base de données globale donc, est très important pour essayer de voir en 2010, de 2010 à 2021. On peut dire cette estimation peut refléter chaque année qu'on essaye qu'on essaye d'avoir des informations sur des données. Donc, les agrégats incluent les dernières années nationales disponibles, comme je viens de le dire, de 2010 à 2021. Et maintenant, comment est-ce que les pays qui ont des données manquantes peuvent traiter leurs données? Donc, lorsque les données d'un pays sont entièrement manquantes ou non disponibles, que fait l'UNICEF? L'UNICEF ne publie aucune estimation au niveau du pays. C'est pas tout à fait nécessaire qu'il n'y a pas de données disponibles. Certaines fois, le problème, c'est que nous, à l'UNICEF, nous ne sommes pas en mesure de les identifier. Donc, si on ne peut pas les identifier, donc on ne peut pas présenter aucune base de données qui est manquante ou non disponible. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est parce qu'on ne peut pas les identifier. Et cependant, les taux régionaux qui sont appliqués aux pays de la région sont donnés aux fins de calcul des estimations régionales ou mondiales uniquement. Alors, quand les données sont manquantes,
qu'est-ce qu'on fait? On va au niveau régional de certaines données. Ce qu'on fait, on essaye de voir le taux d'enfants qui ont comment ils sont traités au niveau domicilié. Donc, on essaye de voir comment on fait ça avec des pays qui ont des données de la région et d'autres pays qui n'en ont pas. Donc, on essaye de voir, juste, on essaye d'estimer ou d'assumer qu'il y a un résultat qui peut être plus ou moins transparent, mais on n'est pas vraiment sûr parce que si on n'a pas, si on ne peut pas vraiment identifier ou déterminer les données, donc on ne peut pas les publier. Donc, c'est pour nous très important d'avoir des résultats qu'on peut identifier. Maintenant, on va essayer de voir, de jeter un coup d'œil sur l'aperçu de la disponibilité des pays. Et je m'excuse d'avoir tant de choses sur l'écran. Donc, maintenant, on a la première partie qui a, oui, par exemple, hier, on avait parlé de ce graphique, donc qui ont présenté les enfants en détention, mais aujourd'hui, on a la même chose parce que ça a aussi rapport à la protection des enfants. Donc, on a aussi les régions qui parlent de la classification régionale qui font partie de nos rapports globaux. Donc, la classification aussi est très importante pour nous. Et aussi, nous avons 125 pays à travers le monde, dans le monde de l'UNICEF, on peut le dire, qui ont des rapports sur la protection des enfants. Alors, ça a reflété 77% de la couverture de la population mondiale. Donc, pour la population mondiale des enfants qui sont au bas de 18 ans ou des enfants qui ont moins de 18 ans. Donc, ça se voit entre 2010 et 2021. Alors, ici, on peut aussi voir qu'on a une très bonne couverture des populations mondiales quand il s'agit de l'Asie, de la Caraïbe, au sud de l'Asie plus précisément. On peut dire à ce point, on dépasse 100% de la population mondiale. Donc, on a aussi au nord de l'Amérique, on a une population couverte à plus de 90%. Donc, on a un niveau plus bas dans certaines autres régions, mais on peut dire que ça dépasse 50%. Il y a deux régions qui sont en rouge ici, où la couverture de la population se trouve au bas de 50% ou moins de 50%. Donc, c'est l'Europe de l'Ouest et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Alors, si on essaye de regarder ou jeter un coup d'œil à certaines figures ici, on peut dire qu'on estime qu'un peu moins de 3 millions d'enfants vivent en institution dans le monde. Donc, on peut dire que c'est très important. C'est très important de le savoir. Par exemple, si on voit, par exemple, en Europe de l'Est et de l'Asie centrale, on a 620 600 enfants qui donnent un taux de 585%. Donc, c'est très important de le savoir. Alors ici, vous pouvez voir, comme je viens de le dire, au centre de l'Europe. Alors ça, l'Europe, c'est la région qui a le taux le plus élevé. Alors en Asie de l'Est et Pacifique, on a 719 700 qui donne un pourcentage de 131%. Alors c'est un très bon résultat, on peut dire. Donc, certaines fois, c'est très important de savoir que les enfants sont bien traités dans certaines régions. Alors, même si l'Europe de l'Est et l'Asie centrale a le taux le plus élevé, euh, c'est aussi la région qui a le nombre le plus élevé. Alors, ça ne veut pas dire exactement c'est la région qui a un nombre plus élevé au niveau du pourcentage, mais l'Asie de l'Est et Pacifique a beaucoup plus d'enfants qui présentent une base de données d'enfants en institution. Et comme vous pouvez le voir, 719 700 enfants. Donc, même si le niveau est plus bas, mais c'est encore plus important.
Comme je viens de le mentionner, on peut dire qu'il y a deux régions, qu'il y a une partie qui présente une proportion plus élevée que vous n'allez pas voir ici. Donc, ce qu'on peut dire à l'Europe centrale et en Afrique centrale. Nous allons maintenant voir les 10 pays qui ont les taux les plus élevés des enfants qui vivent dans des institutions résidentielles. Et ici, nous avons un nombre de régions différentes en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Asie. Et ici, et là, nous avons toutes les données qui ont le nombre le plus élevé d'enfants en soins résidentiels et le résultat est la Russie, Maroc, entre autres. Et ici, c'est important de souligner que concernant ces données, comme nous revoyons tous les chiffres, nous dépendons tout à fait de la qualité des chiffres que nous avons pour les enfants qui sont dans les soins résidentiels et cela reflète la qualité et du système administratif que fournissent ces données et qui sont toujours mises à jour. Il est très important donc de comprendre et d'interpréter les chiffres par pays à partir de cette indication et toujours prendre cela en considération car nous dépendons entièrement des données qui nous sont fournies par donc les centres administratifs qui nous fournissent, qui produisent ces données. Donc, il y a des fois où il y a des pays qui sont dans des soins résidentiels à un grand nombre, mais il faut comprendre qu'à partir du pays, il faut prendre donc les données du pays en considération. Et s'il y a un système administratif très, très fort, ils peuvent produire des chiffres qui sont plus fiables. Et l'information de ces données peuvent se baser donc sur un système administratif plus fiable qu'un autre pays qui n'a pas un système aussi fort. Donc, il faut comprendre cela et mettre ces informations dans un contexte du système administratif fort. Et cela nous amène à un point d'attention concernant la comparaison de nouvelles données avec celles qui ont été précédemment publiées. En 2017, nous avons donc publié un article où les estimations dans ces soins résidentiels qui sont diverses, sont différents. Donc, dans ce cas spécifique, ce sont des estimations qui sont un peu différentes, supérieures ou inférieures. Mais donc, un autre article qui a aussi été publié en 2017 prend en considération des facteurs et c'est toujours très important de prendre cela en considération car les facteurs en général incluent des éléments qui sont différents pour les enfants qui sont dans les soins résidentiels. Nous avons donc toujours la question du système administratif du pays qui peuvent nous donner des chiffres qui sont plus forts que d'autres. Et par exemple, il y a aussi des investissements que le pays fait pour renforcer encore le service administratif. Nous devons aussi prendre en considération les fluctuations des chiffres qui peuvent changer d'une année sur l'autre. Là, la question du fonctionnement du système qui va donc produire ces chiffres et en fait,
ne prend pas en considération les vrais chiffres des enfants qui sont toujours en soins résidentiels. Donc, il faut prendre cela en considération dans les estimations à niveau mondial. Nous avons, par exemple, 4 enfants en soins résidentiels comparé à toute la population que nous avons dans le monde. Mais nous avons aussi des résultats qui n'arrivent pas à 3, et bien à 2,8 enfants par comparé à toute la population du monde. Donc, petit à petit, il y a aussi le fait que des pays deviennent encore plus forts dans la question des soins, des informations sur les enfants en soins résidentiels. Nous avons donc les différences de couverture de la population et donc nous avons aussi l'application de plages de données qui sont plus restreintes et dans ce cas, les chiffres qui vont de 2010 à 2021, alors que d'autres pays ont des chiffres qui sont d'avant 2010. Et car les données qu'ils ont été fournies sur une plus grande rangée de temps. Et nous avons donc des pays aussi que nous n'avons pas pu identifier les chiffres et dans ce cas-là, ces informations ont été exclues. Donc, il peut y avoir des changements dans ce cas spécifique. Et évidemment, la question de la population pour pouvoir calculer le nombre d'enfants en soins résidentiels par pays, nous avons des influences à partir de la dynamique de la population aussi. Quand il y a une croissance plus importante de la population, tout cela doit être pris en considération. Et comment est-ce que nous voulons donc prendre toutes ces informations en considération et à partir des registres administratifs pour pouvoir inclure toutes les données qui sont importantes pour les pays. Nous avons des chiffres différents par pays. Nous avons donc cette boîte à outils qui va nous aider à renforcer le système administratif pour donc des soins alternatifs. Et là, nous avons la possibilité d'évaluer l'efficacité actuelle de chaque pays dans le cadre du système de données administratives et pouvoir aussi identifier qu'est-ce qu'il faut faire pour encore améliorer ces outils. Là, nous avons un groupe de documents qu'on réunit et nous avons donc un document d'introduction, la raison d'être, la méthodologie et les consignes en général et l'évaluation en soi concernant les composants. Donc, nous partons d'un questionnaire sectoriel et ensuite un questionnaire à niveau national. Nous avons des secteurs différents par pays, des pays qui participent de la réunion des données, l'analyse des données ou alors qui concerne les données des enfants qui sont en soins alternatifs. Dans un pays, par exemple, qui produit des données individuellement ou pas. Et nous avons aussi un questionnaire à niveau national qui réunit toutes les parties prenantes pour qu'on puisse déterminer une évaluation à partir d'un point de vue plus ferme. Nous avons aussi la question de pouvoir comprendre les composants différents
et à partir de la gouvernance, de la qualité, des procédures de sécurité. Donc, ce sont des composantes d'évaluation pour déterminer le fonctionnement de ces données. Et cela, c'est important pour comprendre où sont les points qu'il faut vraiment avoir comme objectif les investissements. Une des raisons pour lesquelles nous avons donc séparé les questionnaires en sectoriel et national, c'est pour justement indiquer exactement quels sont les secteurs où il faut avoir une intervention plus forte, renforcer les investissements, la façon dont ils produisent les données et les composantes différentes et par questionnaire, et indiquer aussi quels sont les points qui doivent être renforcés. Il se peut qu'il y ait, par exemple, un pays où il y a un secteur qui ressort dans ce cas et aussi d'un pays, par exemple, qui fournit des chiffres qui sont très forts, qui sont très sûrs, alors qu'ils n'ont pas une façon d'appliquer ce qu'il faut faire dans ces secteurs indiqués. Dans ce cas, nous avons 24 indicateurs qu'un pays doit se baser, sur lesquels le pays doit se baser. Ce sont des indicateurs, sont par exemple le nombre d'enfants en soins résidentiels, comme nous parlons aujourd'hui, ou alors des soins et des statistiques concernant les soins résidentiels en général. Et là, nous avons des indicateurs concernant l'adoption, concernant le management de ces enfants en général. Donc, il y a aussi une façon pour déterminer jusqu'à quel point on peut produire des chiffres qui sont de plus en plus forts et clairs. Donc là, aussi avoir évidemment un formulaire aussi qui va indiquer comment lire ces indicateurs. Et ces indicateurs sont par exemple produits par plusieurs partenaires différents. Et nous avons donc l'Europe, l'Asie centrale et d'autres régions spécifiques pour éviter justement la duplication des données de façon que nous puissions avoir des chiffres qui soient directement liés aux régions et aux pays. Et cela fait aussi partie d'une boîte à outils qui indique comment mettre en pratique un séminaire qui va réunir tous les partenaires à niveau national pour remplir le questionnaire. Et nous avons aussi la question de, à partir du point qu'un pays ait déjà préparé son formulaire d'évaluation, disons, les découvertes qu'ils ont faites à partir de ce formulaire pour comparer avec un modèle que nous avons créé et basé sur des étages différents pour alimenter le système administratif. Alors, on peut déterminer si le niveau de maturité est plus fort ou moins fort. Et donc, tous ces éléments à partir de l'auto-évaluation pour déterminer les points qu'il faut améliorer. Et après cela, la perspective de tous les pays, c'est
que ces informations soient utilisées pour créer un plan d'action qui doit inclure toutes les stratégies concrètes avec tous les partenaires qui vont y participer pour faire face aux défis qui se posent et aussi tous les points qui vont être développés de façon à ce qu'on puisse identifier quels sont les composants qui vont faire partie de ce plan d'action. Et finalement, nous avons aussi des outils que nous avons développés à partir des enfants des soins résidentiels, qui sont en soins résidentiels, pour pouvoir créer un protocole qui fait partie donc de cette boîte à outils pour aider les pays à réunir toutes les données des enfants qui sont en soins résidentiels. Et alors, par exemple, disons qu'un pays a des problèmes avec les chiffres qui sont très dépassés concernant les enfants, ou alors comment les aider à avoir un chiffre qui est plus clair concernant les enfants en soins résidentiels. Nous avons aussi développé un protocole qui concerne toute la collecte de données et qui va nous donner un sens, si vous voulez, par pays et aussi prendre en considération le nombre d'enfants qui vivent véritablement en soins résidentiels, avec donc la population réelle des enfants qui vivent en soins résidentiels. Et là, je m'arrête et nous avons aussi développé un autre plan pour déterminer comment est-ce que les enfants se trouvent dans ces soins résidentiels et à partir d'un échantillon des enfants qui vivent dans les soins résidentiels, c'est pour déterminer un échantillon pour après faire des interviews avec les personnes qui sont en charge des enfants et faire un travail plus pratique dans le sens de comprendre mieux encore comment est-ce que ces différents secteurs, par exemple, la protection des enfants, la nutrition, entre autres, et comment est-ce qu'on peut faire un suivi de cette enquête. Et ensuite, on peut donc indiquer des étapes différentes à partir des données que nous avons réunies avec tous les questionnaires qui sont importants et aussi un paquet de mise en place avec tous les outils qui peuvent aider, donc par exemple, comment faire une interview et il s'agit donc d'un paquet tout à fait complet pour aider les différents pays et qui se trouve déjà disponible, qui va se trouver sur notre site Internet. Et, nous avons déjà traduit une partie du matériel. Donc, en plus de l'anglais, il y aura d'autres langues aussi. Il est important de souligner que cela, évidemment, ne va pas résoudre tous les problèmes de collecte de données administratives, mais cela peut aider à avoir la possibilité de faire une collecte et créer une base de données dans les pays donc cette base de données qui va aider à créer un point de départ
pour avoir des registres plus clairs. Nous avons aussi créé un protocole pour créer aussi une collection de données qui soit plus ferme, de façon à comprendre comment quelles sont les raisons de la séparation de l'enfant de sa famille, pour créer un protocole qui va être aussi un document qui va donc indiquer quelles sont les étapes, quels sont les pas qui ont été entrepris avec tout le matériel dont on a besoin. Et cela va être publié en 2023. Je vais m'arrêter là car j'ai beaucoup parlé maintenant et je donne la parole à ma collègue Annie pour faire donc les observations finales et les implications problématiques qui concernent les enfants en soins alternatifs. Annie, je vous passe la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, nous vous entendons bien. Merci beaucoup. Et je vais commencer à parler très rapidement parce que je vois 2 ou 3 questions qui sont intéressantes à adresser. Et par exemple, nous avons des priorités très claires des soins alternatifs pour les enfants. Et nous avons un point, c'est justement la prévention de la séparation de l'enfant de sa famille. Et donc, nous devons partir des alternatives qui n'enlèvent pas l'enfant de sa famille. Et j'observe aussi quand on parle de soins alternatifs, donc il faut aussi le fait qu'un groupe petit de soins, et il faut aussi considérer toutes ces définitions. Mais comme l'a mentionné Nicole, tout au départ, c'est que les définitions peuvent être différentes les unes des autres. Et dans un pays, par exemple, ils peuvent compter des groupes plus petits et qui, donc dans ce cas-là spécifiquement, on ne compte pas les enfants comme étant en soins alternatifs. Et cela pourrait nous donner une image très claire de la situation. Un autre point aussi qu'il faut être pris en considération, qui a été donc inclus dans les questions à poser. Il y a donc la position de l'enfant qui est dans un groupe alternatif qui n'est pas inclus, par exemple, les internats, pardon. Et donc, dans ce cas, dans certains pays vont inclure les enfants qui sont en internat alors que d'autres pas. Et cela ne nous aide pas du tout car nous n'aurons pas une image plus claire. Il y a des enfants qui viennent en soins alternatifs, mais qui sont et donc qui vont en soins résidentiels à partir d'une pratique administrative. Donc, il faut comprendre comment est-ce que ces mécanismes ont été créés, comment est-ce qu'ils sont coordonnés à partir d'une législation, par exemple, ou il est très important que les informations que nous avons, même s'il y a un sous-groupe d'enfants qui sont en soins alternatifs, mais nous voyons donc ce chiffre sont très importants et les gouvernements doivent les avoir
parce que cela, c'est comme ça qu'on va aider à créer des institutions et pour qu'on ait justement une idée très directe pour pouvoir faire des investissements qui soient plus directs. Et cela aide à prendre compte combien ça peut être cher d'investir et pouvoir directionner les investissements. Donc, il faut avoir toutes ces informations pour créer des plans de prévention, car il y a des plans qui ont un rapport avec les soins alternatifs qui sont donc nous avons un flux continu d'enfants qui vont toujours un soin alternatif, que ce soit soin résidentiel ou alors comment faire pour les intégrer de nouveau à leur famille. Mais de toute façon, il est très important de pouvoir utiliser l'information dont nous disposons pour créer des plans alternatifs. De la même façon, je trouve très important d'utiliser ces informations pour promouvoir des soins alternatifs en famille. En plus de l'institutionnalisation, nous avons pu voir que les institutions deviennent des institutions plus petites, donc de grandes institutions qui deviennent des institutions à niveau résidentiel. Donc, il faut avoir tout ce groupe d'informations pour pouvoir intégrer les enfants dans les familles. Je vois aussi qu'il y a plusieurs questions ici déjà sur le chat. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps. Oui, c'est vrai, il y a plusieurs questions. Et j'ai déjà inséré le lien pour entrer en contact avec toutes les informations et les estimations avec la base de données. Et vous allez voir où il y a des ressources supplémentaires et avoir accès aussi à toutes les informations sur le protocole pour avoir des informations directes sur les enfants qui sont en soins alternatifs. Dans le cadre de la boîte à outils, et ce n'est pas encore disponible. Nous sommes en train de finir avec toutes les informations. Après, nous allons commencer les tests et la question de la méthodologie aussi avant de lancer cette boîte à outils. Peut-être à mi-2023. Et aussi, ça va être publié sur le lien aussi. Et il y avait aussi là le protocole, par exemple, sur la disponibilité dont nous avons fait mention. Et cela va être disponible aussi à la fin du premier semestre 2023. Il y a aussi plusieurs questions concernant, et je vais donc réunir toutes ces questions, sur la question de la division de données que nous avons maintenant. Par exemple, est-ce qu'on peut séparer pour comprendre le nombre d'enfants à une petite échelle ou à une grande échelle? Pouvoir faire cette séparation est très importante, mais c'est déjà très difficile de pouvoir réunir tous les chiffres. Donc, je crois que la séparation des chiffres est très difficile. Il n'est pas tout à fait disponible pour tous les pays. Donc, je ne crois pas que nous avons un niveau quelconque de séparation, car
Par exemple, il est même difficile de répartir ces informations pour déterminer combien d'enfants sont des filles, combien d'enfants sont des enfants, donc de garçons, pardon. Donc, il est très, vraiment, c'est quelque chose de très difficile déjà pour pouvoir créer des avec toutes les informations et nous n'avons pas la possibilité de créer ces informations et de mettre à disposition. Et parce que nous n'avons pas la question. Et là, je vois une autre question. Nous avons déjà des plans pour réunir des consultatifs, de groupes de conseils qui travaillent avec nous pour justement pouvoir développer cette boîte à outils. Elle avait déjà mentionné aussi la question du chiffre global qui est à peu près 3 millions d'enfants et dans la plupart des pays, nous avons ces chiffres par pays, mais il est vraiment la pointe de l'iceberg et je crois aussi que nous avons une sous-estimation du nombre d'enfants dans le monde entier. Alors, on peut dire que les figures doivent être distribuées sur cette façon. Alors, on peut dire aussi, surtout de la partie du nord de l'Amérique, ou du centre ou de l'ouest. Donc, il y a 4 pays pour lesquels on a donné des données. Donc, dans ces régions, vous pouvez jeter un coup d'œil dans cette partie. Et là, vous allez voir exactement, voir que vous êtes en mesure de poser certaines questions. Donc, il y a des gens qui ont posé la question juste pour essayer de demander où est-ce qu'on peut trouver certaines données, par exemple le suivi de certaines données au niveau régional. Donc, on peut dire aussi que le suivi des données au niveau national au Ghana en 2019. Alors, on a aussi un rapport sur la finance qui ont été trouvés, qui peuvent être retrouvés à travers le lien qu'on a essayé de partager sur le lien. Donc, on peut dire que le Ghana est l'un des pays qui ont démontré, qui ont prouvé le suivi de certaines données. Donc, on peut dire dans un niveau plus ou moins étroit, on peut voir que le Ghana a fait de grands efforts. Par exemple, un autre pays comme l'Inde, le Pakistan et ont aussi exploré cette partie qui a rapport au suivi des données, ainsi que le Vietnam. Il y a encore deux autres questions. Quelqu'un a demandé comment est-ce qu'on évalue la qualité de certaines données. Donc, comme je viens de le dire, on peut dire on a certains mécanismes qu'on utilise pour évaluer certaines données, donc qui a rapport surtout avec la façon dont le pays fonctionne. Donc, par exemple, quand il s'agit quand il s'agit de la façon dont on essaye d'évaluer certaines données. Donc, on peut dire que euh, on n'a pas vraiment un mécanisme réel quand il s'agit de la question de la qualité des données. Donc, ce qu'on essaye de faire, on essaye toujours de voir comment on peut identifier et comprendre certaines données à travers les établissements de soins domiciliés, juste pour essayer de déterminer la définition, comprendre la définition à travers certains mécanismes, juste pour essayer de voir comment on peut essayer d'évaluer la qualité de certaines données. Donc, dans certains cas, on peut dire qu'il y a de grandes difficultés quand il s'agit de l'administration de certains enregistrements, de certains cadres. Donc, à travers certains pays, c'est toujours important d'inclure la partie des bases de données. Je pense que la dernière question, je pense qu'on a déjà dépassé l'heure. Quelqu'un a demandé
Est-ce qu'il y a un rapport institutionnel sur les bases de données? Donc, on peut dire que on a on a certains pays qui présentent des figures, surtout avec la partie des ensembles des soins domiciliés. Donc, on peut dire qu'il y a certains indicateurs qui présentent des résultats qui sont qui doivent être idéalement présentés de manière directe et exacte. Alors, on peut dire que pour les institutions qui donnent des soins domiciliés, donc on peut dire que certaines fois, on peut avoir des rapports et essayer toujours de comprendre certains nombres. C'est quelque chose qu'on doit aussi avoir, qu'on doit aussi avoir et évaluer comment est-ce que ça peut être produit à travers les bases de données, surtout ce qui a rapport à l'implémentation de certaines règles dans certains pays, alors qui doivent donner la permission d'essayer d'évaluer certains nombres. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est juste vous remercier d'avoir participé à notre webinaire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à Claudia et aussi à notre collègue Annie Roudin. Donc, j'aimerais aussi remercier tous les collègues à travers certains pays dans le monde qui font partie de l'UNICEF, avec qui nous avons présenté ce programme pour les enfants. Alors, sans vous, ce ne serait pas possible. Donc, encore une fois, je vous remercie de toutes vos participations, à tous les points de vue, des choses qui ont rapport aux instruments qu'on utilise pour utiliser ces bases de données juste pour montrer quel travail nous faisons à travers le monde. Alors, merci beaucoup. J'espère que le message a été bien passé à travers les boîtes de dialogue, à travers les interprétations, à travers les liens qu'on a sur le site web. Donc, on avait toutes les ressources disponibles qui ont rendu possible ce webinaire. Alors, une fois de plus, je vous remercie et à la fois, encore une fois, merci et à la prochaine. Merci beaucoup.